On m'a fait croire que je pouvais être autre chose. Ça m'a permis d'être d'accord, on me mutile, quoi. On coupe, on arrache, on remodèle, on s'occupe pas de la souffrance qui peut être multiple. Non, la réponse c'est forcément un problème d'identité. C'est très triste ce qui se passe parce que ça a quand même des conséquences sur les gens. Et des corps mutilés, des gens déprimés, détruits, qui vont devoir vivre comme ça toute leur vie. En plus de ça, il a fallu qu'on touche à des enfants et à des mineurs pour se dire ah ouais, attention, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Bonjour Madame Lio Kessler. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une conférence consacrée à l'autorité parentale dans le contexte des transitions de genre chez les mineurs. Vous y étiez l'une des intervenantes. Vous avez apporté votre propre témoignage parce qu'en 2016, vous avez entamé un processus de transition chirurgicale pour modifier votre apparence. Vous vouliez ressembler davantage à un homme et par la suite, vous avez regretté le parcours que vous avez entrepris. Aujourd'hui, vous êtes très engagé dans la sensibilisation autour des questions de la transidentité et vous dénoncez dans vos prises de parole, dans des conférences, dans des médias, certaines dérives observées dans les milieux militants et également dans les milieux médicaux. Et j'aimerais parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Quand vous étiez plus jeune, vous vous êtes d'abord identifié comme une personne attirée par le sexe féminin, donc une personne lesbienne. Et peu à peu, en fréquentant des personnes qui s'identifiaient comme transsexuelles, vous avez commencé à ressentir une forme de distance par rapport à votre féminité. Vous avez remis en question votre identité de genre et vous en êtes devenu progressivement à ressentir une forme de rejet vis-à-vis de votre corps de femme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette histoire? Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette sensation de rejet? Tout à fait. Merci aussi pour l'invitation. Hein. C'est gentil. Oui, c'est vrai que c'était pas que seulement aussi un rejet du corps, mais aussi un rejet du sentiment d'appartenance au groupe des femmes. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un rejet des caractéristiques sexuelles secondaires, comme on dit. Donc de certaines parties du corps plus précisément, parce que j'ai pas voulu qu'on m'ampute un bras, hein. J'ai voulu qu'on m'ampute des caractéristiques sexuelles secondaires, donc ce qui vraiment me définit en tant que femme. Et je dirais que c'est en 3 points que en fait je peux un peu expliquer ça. La dualité, c'est le besoin de réponse. Et puis c'est l'emprise psychologique. Donc ça c'est vraiment 3 points qui me semblent assez centrales. La dualité, c'est une représentation en fait de soi, des autres et de la façon de se représenter au sein du monde. C'est aussi un état qui apparaît assez généralement chez tout le monde, surtout particulièrement à l'adolescence, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas cette dualité de corps-esprit. On est vraiment comme un tout. On est très confondu dans l'environnement. On n'est pas dans une représentation très dualiste de je suis un esprit et j'ai un corps. Et quand on grandit et qu'on arrive vers l'adolescence, cette sensation, elle devient un peu plus concrète parce que le corps, il change et il se transforme malgré soi. Et on commence à se représenter ce corps par le biais des autres et toutes les injonctions qu'il y a. Donc il faut apprendre à le maîtriser, apprendre à l'accepter, etc. Et on a beaucoup plus tendance dans cette période à penser qu'on a un corps plutôt que qu'on est en fait ce corps, quoi. Ça c'est la partie dualité qui, je pense, qui est une partie du socle qui fait que qu'on peut penser que son corps n'est pas le sien ou qu'on est né dans le mauvais corps. Il y a un peu ces expressions. Ensuite, le besoin de réponse, qui je suis, qu'est-ce que c'est mon rôle, qu'est-ce que je fais sur cette terre, à quoi ça sert tout ça. Je pense que le besoin de réponse est très on est très friand de ça et du coup on cherche
constamment des réponses pour se sentir mieux avec soi, sentir mieux au monde, mieux dans la société. Besoin de réponses aussi spécifiques par rapport au fait justement de sentir un décalage avec les filles, avec les femmes. Et puis la troisième chose, c'est l'emprise psychologique. Dans l'emprise psychologique, il y a justement des réponses ces réponses, on va justement les trouver dans des discours qui sont amenés de toutes parts. Faut un peu trouver qu'est-ce qui nous correspond certes, mais aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ces trois choses-là font que on peut un jour se dire en fait je suis pas une fille et il faut que je transitionne, quoi. À des questions que vous vous posiez qui ont été amenées et que je suppose vous considérez comme erronées, on va en parler, parce que votre parcours de transition suite aux conseils qui vous ont été donnés a été très complet, donc torsoplastie, ablation des seins, stérilisation, et c'est vraiment au terme de ce processus de transition chirurgicale, une fois tous vos attributs, enfin une grande partie de vos attributs féminins retirés, que vous avez eu cette révélation: je suis une femme. Et peu importe les changements que je vais faire, même si je tends à ressembler à un homme, je serai toujours une femme. Ça m'a profondément marqué de vous entendre dire que c'est seulement au terme de tous ces changements que vous avez eu cette prise de conscience. Comment expliquer que cette révélation soit venue si tard, presque trop tard, j'ai envie de dire? Comment expliquer le temps qu'il a fallu pour comprendre? Bon, après, ce qui est difficile à croire, c'est vrai que c'est difficile à croire que c'est si tard que je me rends compte. Mais ce qui est le plus difficile à croire, c'est que au lieu qu'on m'ait aidé de me réconcilier avec moi-même, on m'a fait croire en fait que je pouvais être autre chose. Et par conséquent, ça m'a permis d'être d'accord en fait qu'on me mutile, quoi. Donc est-ce que c'est plus fou de revenir en arrière et de se rendre compte, ou alors en fait que on aille voir des professionnels de la santé qui nous font croire qu'en fait les récits qu'on peut apporter qui pourraient être en fait faux, et on vous dit non en fait c'est tout à fait juste, c'est ça la bonne réponse, tu as raison, et on est encadré par une équipe pluridisciplinaire. Donc vous parlez de réconciliation avec votre sexe biologique, ce que vous auriez aimé que les chercheurs, les spécialistes fassent avec vous, qu'ils vous aident à renouer justement à être en paix avec votre sexe biologique. Et eux, ils ont fait le contraire. Ils vous ont renforcé dans votre haine de votre propre corps. Il y a le docteur Dominique Chaton, je ne sais pas si vous le connaissez, oui. Qui lui pratique justement cette thérapie de réconciliation avec son sexe biologique. Dans les médias, il est accusé de faire de la thérapie de reconversion, un petit peu à l'instar des prêtres qui à l'époque s'en prenaient aux homosexuels en disant vous avez péché, il faut revenir à votre véritable vous-même, et donc il est un peu aujourd'hui critiqué, on va dire, par une partie aussi de la communauté scientifique. Ça vous surprend que la majeure partie des psychologues, des psychiatres soient justement contre ces thérapies qui aident à se réconcilier avec soi-même? Ça vous choque? Oui, alors c'est une question avec pas mal d'embranchements parce que c'est effectivement assez complexe. Si on part du principe que l'être trans existe fondamentalement comme existent d'autres personnes, comme les hommes et les femmes et les personnes intersexes, que ces personnes sont nées comme ça et qu'elles sont comme ça depuis enfant, ce postulat supposerait qu'il faut les prendre en charge, qui serait en fait légitime. Après, on pourrait quand même dans ce cas-là, se poser la question sur la méthode, sur la façon d'en prendre en charge, mais on pourrait se dire, ok, ces gens-là, ils existent tels qu'ils se définissent fondamentalement, donc il faut les aider, etc. Et si on part de l'autre postulat où on se dit, en fait, ces personnes sont nées hommes ou femmes, et du coup, elles sont nées avec des chromosomes XY ou XX, donc elles sont fondamentalement des hommes et des femmes, et que le cerveau peut en fait fabriquer une réalité différente ou des perceptions de soi différentes, des ressentis différents. C'est à se poser la question, comment on doit prendre ça en charge en fait. Oui.
Est-ce que c'est le rôle du médecin de dire ok, tu ressens ça, je t'aide, ou est-ce que c'est le rôle du médecin de questionner en fait simplement la souffrance, pas de donner des réponses à la souffrance, mais de questionner la souffrance. Du coup, on peut quand même se poser la question, est-ce que si on ne sait pas définir les personnes trans, est-ce que les personnes ne sont pas autre chose? Comme par exemple, est-ce qu'elles sont pas en fait homosexuelles ou bisexuelles, ou est-ce qu'elles sont pas des troubles autistiques? Et du coup, en fait, à ce moment-là, et du coup, ce serait une erreur en fait de les traiter comme des personnes trans, parce qu'en fait elles sont autre chose. Ça viendrait fausser le diagnostic en fait. Mm-hmm. Ce que je trouve assez aberrant aussi, c'est que personne ne tranche en fait là-dedans, et que du coup il y a une partie. Normalement on est censé parler de choses qui sont consensuelles. Oui. Et là on parle juste d'une partie spécialiste de ça. Mmh. Et d'une autre partie qui serait pas spécialiste et contre. Ouais. Alors que normalement ils sont censés bosser tous en équipe et avoir un consensus autour de la question et de la manière dont on répond à ça. Et là-dessus il n'y a pas. Donc est-ce que c'est une thérapie de conversion de ne pas faire transitionner des jeunes ou des adultes, ou est-ce que c'est la transsexualité qui est une thérapie de conversion pour les personnes homosexuelles, bisexuelles et pour les personnes qui auraient des comorbidités psychiatriques. En tout cas, ce que j'ai entendu dans ce que vous expliquiez tout à l'heure par rapport à votre propre expérience, c'est qu'on peut remodeler à l'infini son apparence, mais ça changera jamais fondamentalement qui on est réellement. Alors, oui, en fait, pour autant qu'il n'y a pas des médecins et des chercheurs qui peuvent modifier le gène XY et XX, fondamentalement on peut pas changer quoi. Ça c'est sûr quoi. Après il y a le fait qu'il y a absolument aucune preuve en fait de l'existence des êtres trans. Donc fondamentalement effectivement on ne peut toujours pas changer, et puis on n'a pas de preuves. Et puis même si on avait des preuves, on doit toujours se poser la question de est-ce que la chirurgie est la bonne réponse? Si on était né comme ça, faut quand même aussi se poser la question, parce que c'est pas que de dire il n'y a pas de personnes trans parce que fondamentalement il n'y a pas. Même s'il y avait fondamentalement des personnes trans, un gène trans un jour qu'on découvrirait, on doit quand même toujours se poser la question, est-ce que en fait il faut quand même prendre en charge par la chirurgie? Je pense que ça doit toujours rester une question qu'on doit pouvoir aborder, parce que on sait bien que au cours de notre de l'évolution de la psychiatrie, par exemple, on voit qu'au début on traitait les personnes avec des troubles psy de manière très violente et très invasive, où on faisait des lobotomies, on coupait des bouts de cerveau, on faisait des chocs électriques, on les jetait dans de l'eau glaciale. Enfin, on faisait vraiment des choses vraiment terribles à ces personnes. Parce qu'on pensait que c'était la bonne réponse, etc. Puis après tout ça a été remis en question en se disant comment on fait pour mieux accompagner les personnes, pour mieux les soigner, etc. Et aujourd'hui, on fait de la thérapie comportementale avec ou sans accompagnement médicamenteuse. Sauf là, quoi, en fait. Sauf là, on mutile, on coupe, on arrache, on remodèle les corps, et on s'occupe pas de la souffrance qui peut être multiple. Non, la souffrance, c'est la réponse, c'est forcément un problème d'identité, et c'est la chirurgie qui doit régler ça, quoi. Troisième élément, je dirais, c'est que en fait, au contraire des personnes intersexes, nous on est nés en parfaite santé, quoi. Donc en fait, on peut pas se dire on est né avec un trouble, donc c'est légitime qu'on nous prenne en charge. Vous pouvez juste expliquer ce que c'est une personne intersexe pour bien qu'on comprenne la différence? Alors je suis pas spécialiste, mais une personne intersexe, c'est une personne qui est née avec un syndrome d'intersexuation, une anomalie. Mm-hmm. C'est pas forcément péjoratif, mais une anomalie dans le développement de l'enfant, enfin de l'enfant dans l'utérus, du fœtus. Mais donc on constate quand même au niveau du physique des
des formes qui sont différentes d'une personne purement féminine ou purement masculine. Il y a quand même dans le corps des anomalies, comme vous le décriviez, c'est-à-dire ça peut être un homme mais avec un peu de poitrine, ou il y a des choses qui peuvent changer au niveau du corps, déjà à la base. Disons que c'est un syndrome, hein. C'est reconnu collectivement. Oui. Les personnes qui sont trans, qui se disent trans, n'ont pas de syndrome d'intersexuation. Oui. Les personnes qui souffrent d'un syndrome d'intersexuation luttent pour qu'on ne les opère pas et on ne mutile pas leur corps. En règle générale, on lutte pour ne pas normer en fait le sexe, parce qu'ils essayent de les opérer très petits pour les normer, dire bon, c'est un garçon, c'est une fille. Alors que bon, on sait que de toute façon les gènes répondent à ça, donc c'est de toute façon des garçons et des filles. Mais on veut normer en fait le sexe, que le sexe soit, enfin voilà, des fois il y a des sortes d'atrophie en fait du sexe, des atrophies physiques, et du coup on essaye de modifier ça, et les personnes intersexes luttent en fait pour qu'on n'opère pas, qu'on laisse une sorte de diversité humaine même malgré un syndrome, hein, et puis qu'on attende vraiment plus tard que la personne elle puisse choisir si elle veut faire une intervention ou pas. Alors que là, dans le contexte des personnes trans, on a des personnes qui naissent en parfaite santé, qui n'ont pas de syndrome, et par contre qui luttent pour qu'on prenne en charge médicalement et chirurgicalement depuis tout petit ces personnes. Donc je trouve que là-dessus, il y a quand même aussi un décalage ou une sorte d'incompréhension vis-à-vis de ces deux luttes, quoi. Dans vos diverses prises de parole, dans la conférence à laquelle j'ai assisté, vous avez exprimé des critiques à l'égard du système de soins, du processus d'accompagnement psychologique dans le cadre de votre transition. Vous avez notamment expliqué que votre diagnostic de dysphorie de genre a été posé très tôt, en à peine 3 mois, alors que normalement le protocole voudrait que les médecins, les psychologues prennent davantage de temps. Qu'est-ce que vous reprochez précisément au système de santé qui vous ont accompagné, qui vous ont orienté vers une chirurgie esthétique? Vous avez dit accompagné. Bon, pour moi, on m'a pas accompagné, mais on m'a pris en charge déjà. Puis après, je sais pas si, en fait, on m'a pris en charge. Je dirais plutôt qu'on a pris en charge mon trouble déjà. Donc il y a vraiment une différence entre on vous accompagne et genre en fait vous qui vous êtes, et en fait on prend en charge le trouble. Pour moi, c'est vraiment assez clair que c'est très différent. Après, qu'est-ce que je peux reprocher? Je vais me répéter, mais le fait qu'on m'ait pas aidé à me réconcilier avec moi-même, mais qu'on m'ait poussé vers une idée qui déforme ma perception de moi et la perception des autres. Après, j'en veux pas mal à la méthodologie, quoi, parce qu'au final, je pouvais avoir tous ces ressentis qu'on pouvait expliquer de multiples façons, mais en fait, la chirurgie, la réponse chirurgicale, je trouve que c'est vraiment très radical en fait. Et du coup, ça donne pas la possibilité de pouvoir en fait faire le tour de la question, parce qu'une fois que vous vous lancez dans un acte chirurgical, ça vous renforce aussi dans votre idée, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas évident. Toute cette équipe pluridisciplinaire dans laquelle j'intègre les associations qui militent donc pour la transaffirmation, et puis cette équipe de médecins pluridisciplinaires qui sont autour, c'est-à-dire psychiatres, médecins chirurgiens, gynécologues et endocrinologues. Et toutes ces personnes-là qui adhèrent, en fait, véhiculent plus des croyances que des connaissances. Donc, faut faire la différence entre une croyance et une connaissance. Mais là, pour moi, c'est pas des connaissances qui véhiculent. Donc, il y a déjà un problème de ce côté-là. Pourtant, des fondations comme Agnosis, je ne me trompe pas, en Suisse, disent se baser sur des recherches, des études scientifiques, avec des psychiatres qui ont croisé leurs recherches. Vous pensez que là encore c'est orienté, que c'est une fondation qui a
peut-être des intérêts personnels qui vont au-delà de la véritable science. Le fait que toutes ces études se passent en interne, donc dans le contexte de cette revendication, et que en plus de cela, c'est très peu relu par des pairs, et que c'est extrêmement opaque. Donc ça veut dire quand quelqu'un vient émettre un doute ou n'est pas d'accord, et ben ces personnes-là sont complètement écartées, quoi. Si on connaît la méthode scientifique, on connaît la méthodologie scientifique, c'est difficile de voir ce qu'ils font comme étant quelque chose de rigoureux et de consensuel. Ce qui est assez choquant quand même, c'est que la réalité est déformée par un groupe médical. Donc ça veut dire que c'est quand même, on va avoir des psys et des psychiatres. Quand même, c'est des personnes qui sont au courant de qu'est-ce que c'est une emprise psychologique et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les gens. Aussi, ils savent très bien que quand on est jeune, on peut pas consentir en fait à des actes qui ont des répercussions pour la vie. Mais non plus, on peut pas prendre en compte tous les éléments quand on est jeune, donc forcément, on peut pas être consentant, quoi. Oui, parce que là, ce dont il est question, par exemple avec des fondations comme Agnosis, c'est bien de la transition de genre chez les mineurs. Ils soutiennent ce genre de prise en charge, on est d'accord? Oui, oui. C'est des adultes qui sont professionnels, hein, psy, et qui agissent sur des mineurs qui peuvent pas consentir et qui vont voir des professionnels qui sont des psys, donc des professionnels de la psyché, enfin de la réflexion, du mal-être et tout. Donc c'est une aberration, quoi. Moi, j'entends beaucoup de critiques, hein, qu'on me dit, elle a choisi, c'est de sa responsabilité. Etc. Mais moi, je pense pas, en fait, parce que justement, faut savoir ce que c'est une emprise psychologique. Et quand on impute à l'individu plutôt qu'à, désolé, mais à la secte, la faute, c'est qu'on ne connaît pas les emprises psychologiques. Ce serait comme de dire qu'une personne qui a appartenu à un groupe sectaire est responsable de tout ce qu'elle a vécu, en fait. Bah ouais, c'est ça, quoi. En fait, le truc, c'est que croire, c'est jamais un problème, en fait. Mais quand croire a des conséquences sur soi et les autres, là, ça devient un problème. C'est comme si on a une croyance en une religion ou en un dieu spécifique, c'est pas un problème, hein. Mais si, par exemple, on me demande de regarder 20 minutes le soleil pour croire en cette chose, bah là, ça devient vraiment compliqué. Mais à qui la responsabilité si je deviens aveugle parce que j'ai regardé le soleil pendant 20 minutes, en fait? Donc il faut vraiment bien comprendre les emprises psychologiques pour arrêter d'imputer la faute à l'individu et non au groupe qui est oppresseur, en fait. Juste une parenthèse, vous parlez au présent, vous considérez que vous avez toujours de la dysphorie de genre ou vous avez renoué totalement avec votre sexe biologique? Comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à ça? Bah en fait, c'est juste un rapport différent avec soi et avec son corps. Avant, bah j'avais l'impression d'avoir des excès de graisse, de pas avoir des seins, donc il fallait qu'on m'ampute les seins. Et puis bah en fait, c'était pas vraiment amputer mes seins, c'était juste me redonner un corps que j'étais censé avoir, en fait, qui était caché sous ces excès de graisse. Alors que maintenant, je ressens plutôt un syndrome du sein fantôme parce que je sais comment amputer les seins. Un syndrome du sein fantôme, c'est simplement qu'on a l'impression d'avoir son membre alors qu'il n'est plus là. Ben voilà, si je dois parler de dysphorie, qui est en fait juste un mal-être, hein, parce que dysphorie de genre, c'est juste pour être spécifique, mais en fait la dysphorie, c'est un mal-être, c'est que tout le monde peut avoir. Et si on se base que sur ce terme, d'une part, la dysphorie ne disparaît jamais, en fait. Parce que quand vous avez quand vous entamez une transition, vous enlevez une partie de vous, et puis après vous êtes confronté toujours à des gens, à des médecins, au monde, quoi, qui va vous rappeler qu'en fait vous êtes pas toujours trans, vous étiez autre chose, donc du coup vous coupez d'autres parties.
Et puis voilà, la dysphorie s'arrête jamais parce que jamais vous ne serez totalement ce que vous dites être. Donc jamais, si vous êtes une femme, vous serez jamais un homme. Si vous êtes un homme, vous serez jamais une femme. Donc la dysphorie, en fait, ne peut pas s'arrêter, sauf si vous vivez dans une toute petite bulle avec vraiment que les gens qui vous disent oui oui t'es une femme, je considère cet organe-là comme étant un organe que tu souhaites. Donc voilà, si tout le monde joue le jeu, ça peut marcher, mais forcément à un moment donné, vous êtes confronté à la réalité, quoi. Pas mettre de guillemets, mais à la réalité. Et du coup, la dysphorie ne disparaît jamais. Et puis, dans mon cas où, on vous a coupé des bouts de vous, c'est plus une question de dysphorie. Enfin, si on prend le terme en lui-même, oui, j'aurai toujours un mal-être parce que maintenant on m'a enlevé des parties. Et du coup, maintenant, je dois apprendre à vivre avec ça, quoi. Donc voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué les critiques qu'on peut formuler à votre rencontre de temps à autre. Lors de la conférence sur l'autorité parentale, lors de laquelle on s'est rencontrés, j'ai croisé un groupe de jeunes militants justement qui avaient des critiques envers les participants, les personnes qui prenaient part à cette conférence. Donc vous, moi, en tant que spectatrice, ils considéraient que cette conférence était transphobe. Ils considèrent également qu'elle était, je cite leurs propres mots, dangereuse pour la communauté transsexuelle qui se bat pour le droit à la transition chirurgicale. Et vous, de votre côté, vous défendez l'idée inverse, donc l'idée qu'il faudrait limiter au maximum, voire interdire certaines prises en charge, certaines transitions médicales que vous considérez comme une forme de mutilation, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous répondriez à ces jeunes qui, eux, de leur côté, considèrent que votre position pourrait nuire à des personnes en détresse qui ressentent un besoin vital de transitionner le plus vite possible? C'est très compliqué parce que évidemment que je comprends qu'ils souffrent. Moi-même, j'ai eu envie de me suicider déjà quand j'avais 17 ans, avant la transition, après la transition. Donc je conçois qu'on puisse être désemparé en fait dans cette souffrance. Ça, je conçois tout à fait. Cela dit, en fait, il y a énormément de situations qui atteignent des stades vitaux, en fait. Si on parle des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, je veux dire, on va pas dire cette personne arrive en disant je veux être maigre, je veux rester maigre, être maigre c'est bien. On va pas lui dire oui tu as raison, je vais te donner des pilules pour maigrir. On va l'aider à démêler pourquoi elle se sent mal, les éléments qui font qu'elle se sent mal. Donc en fait, on va pas répondre à sa souffrance par une solution toute faite. On va accompagner sa souffrance pour qu'elle puisse se réconcilier avec elle en fait. Et ça c'est vraiment la grande différence. Puis comme j'ai essayé d'expliquer avant, il y a pas de consensus autour de cette question. Personne ne veut trancher sur cette question. Donc ça laisse en fait un vide pour nous qui essayons de défendre une vision qui est plutôt bienveillante, où on prend du temps, on essaye de garder une vision collective de comment on peut le mieux vivre ensemble. Et puis de l'autre côté, des jeunes qui souffrent parce qu'ils sont persuadés qu'on remet en question leur existence. Mais en fait, on remet pas en question leur existence, vu qu'ils existent déjà en tant qu'hommes et femmes. Donc fondamentalement, on n'a jamais remis en cause leur existence. Ce qu'on remet en cause, ce qu'ils appellent leur existence, c'est en fait une croyance, une représentation, un ressenti, mais qui n'est pas corrélé avec la réalité en fait. Je sais que il y a énormément de ressentis possibles. Je sais qu'on peut se ressentir de multiples façons, certainement autant qu'il y a de personnes sur Terre. Donc il y a 9 milliards de ressentis, etc. Sauf que il y a toujours que des hommes et des femmes. Donc du coup, la question c'est de se poser, est-ce que le ressenti peut être décorrélé du corps sexué, en fait? Si c'est pas le cas, je veux dire, ressentir n'est pas un problème. Hein. Par contre, la réponse est un problème. Parce que voilà, ressentir ne veut pas dire être, quoi.
Et puis en plus de ça, les ressentis peuvent être très multiples et puis variants. Donc ils évoluent avec le temps. Exactement. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin sur la question du regret, parce que on l'a évoqué au cours de cette interview, et il y a beaucoup de personnes de la communauté transsexuelle qui s'agacent sur les réseaux sociaux de voir que le sujet de la détransition, ce qu'on appelle la détransition, revienne sans cesse dans les débats médiatiques, alors même que les chiffres montrent que ce phénomène est minoritaire. Par exemple, il y a plusieurs recherches qui montrent que le taux de regret après une chirurgie de réassignation se situe entre 1 et 4%, tandis que pour les transitions hormonales, il varierait entre 4 et 12%. Je voulais savoir quel regard vous portez sur ces chiffres. Bon, moi, je pense que qu'il y a une part comme une diversion, en fait, de la part de ces chiffres. Comme on disait tout à l'heure, comment on fait pour monter des stats si on ne peut pas définir concrètement les choses? Si vous voulez, par exemple, dans un groupe, savoir qui vit le plus de violence et monter une statistique, ben vous devez pouvoir repérer une personne dans un groupe, la définir, puis après monter une statistique. Donc là, si par exemple dans le cas des transitions, on se pose la question, ok, si un homme devient une femme et se fait élire en politique, est-ce qu'il y a plus de femmes en politique? Ben, la réponse serait non. Il y a plus de personnes trans en politique, mais il n'y a pas plus de femmes en politique. Et moi, je me suis posé aussi la question par rapport à moi, en me disant, mais si moi, je m'étais suicidée juste après la transition, en comment on m'aurait recensé en fait, comment on aurait utilisé mon histoire pour faire gonfler ces chiffres en fait. Parce que maintenant on me dit exactement pareil, hein. On me dit oui en fait tu es une détransitionneuse, donc tu n'as plus rien à voir avec les transitions, donc tu es autre chose. On me dit qu'en fait je suis une détransitionneuse parce qu'en fait il y a tellement de transphobie, c'est tellement difficile que en fait ça pousse les gens à revenir en arrière. On me dit aussi que en fait peut-être que c'est pas impossible que je retransitionne, hein, parce que c'est une continuité. Donc en fait on réutilise mon expérience à toutes les sauces juste pour justifier que c'est bien de faire des transitions en fait. C'est ça, c'est juste assez incroyable. Et genre comment en fait aujourd'hui on aurait repris mon histoire, si par exemple je serais plus là, on aurait dit ben voilà une personne trans de plus qui s'est suicidée. Alors que je pense sincèrement qu'en fait si on peut pas vraiment définir ce que c'est être trans, on peut pas non plus monter des statistiques sur les personnes trans. Parce que si en fait la personne elle se suicide, on dit elle se suicide parce qu'elle est trans, mais en fait cette personne a été en fait homosexuelle et a transitionné, ben en fait ça risque de fausser ça risque de fausser les statistiques. Donc voilà, il y a trop d'éléments qui peuvent faire croire que ces statistiques sont mal faites. En plus de cela, c'est fait par un corps médical pluridisciplinaire qui est pour la transaffirmation, donc qui est entre eux. Donc ben ça donne pas une valeur vraiment au papier. Et en plus de ça, ces statistiques sont montées pour qu'on les réutilise juste pour confirmer en fait qu'il faut faire des transitions quoi. Donc pour moi c'est pas fiable. Disons il tire des conclusions qui vont soutenir en fait l'idéologie trans, si je comprends bien. Oui, bon là si on parle spécifiquement des études et des papiers qu'ils fabriquent, c'est uniquement pour soutenir, c'est pas pour dire en fait regardez l'état des choses. C'est vraiment juste pour soutenir les transitions parce que ben moi j'ai pas été genre une femme, une trans et puis une des trans en fait. J'ai toujours été une femme qui a eu un parcours et je suis et je serai toujours une femme. Tout ça c'est des termes pour faire de la diversion en fait.
De la même manière qu'ils me traitent de détransitionneuse, c'est une diversion. Ce mot est une diversion. C'est pour séparer en fait mon expérience de celle des autres, pour dire, elle c'est autre chose, et en fait son parcours ne remet pas en question qu'il est bon de faire des transitions en fait. Donc voilà, tous ces papiers sont juste montés pour dire, il faut continuer à faire des transitions, quoi. Vous avez en plus d'autres chiffres, je crois, par rapport aux détransitions, si je me trompe pas. Vous avez des études. Oui, alors personnellement pas, mais des études sont en train de se faire, sont en train de se construire, parce qu'apparemment, on ne croit que par les biais des études, donc il faut absolument monter des études. Et effectivement, il y a une étude, il me semble, allemande, qui a été faite sur des données d'assurance. D'accord. Et en fait, qui montre que le taux de personnes qui regrettent, si on peut utiliser ce terme, en tout cas qui sont en désaccord avec les décisions qui ont été prises préalablement, montre qu'il y a un pourcentage très élevé. Je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble plus de 50% qui revenaient en arrière. Normalement, on a toujours un taux dans la population qui doit rester stable. Ça veut dire il y a tant de personnes qui transitionnent, donc il y aura toujours tant de personnes qui transitionnent. Alors que là, c'est faux. Il y a une augmentation exponentielle de personnes qui transitionnent. Et du coup, il y aura une montée exponentielle de gens qui vont aussi revenir en arrière. Ça va aller de pair, quoi. Donc aujourd'hui, on vous donne 2%, mais dans 2 ans, ce sera déjà différent, quoi. Il y a un documentaire sur Arte qui est particulièrement poignant. En tout cas, la façon dont les éléments sont présentés nous amène à compatir pour les personnes qui se disent victimes du système. C'est un documentaire qui est consacré à la transidentité et on y apprend qu'au lendemain de l'élection du président Donald Trump, les personnes transgenres se sont précipitées chez leur psychiatre, chez leur psychologue. Elles ont fait état de symptômes d'anxiété, de symptômes dépressifs. Elles disaient ne pas savoir comment vivre un jour de plus dans un pays dirigé par quelqu'un qui nie leur identité. Et je sais que vous aussi, vous avez dû ressentir de la rancœur, de la colère vis-à-vis des personnes qui freinaient votre transition, également envers l'État qui a refusé de prendre en charge financièrement votre parcours chirurgical. Est-ce que vous compatissez vis-à-vis de toutes ces personnes qui, aux États-Unis aujourd'hui, donc ça concerne des mineurs, qui se voient refuser ce qu'ils considèrent être leur droit à la transition chirurgicale? Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. C'est clair que je comprends tout à fait l'état dans lequel ces personnes sont, parce qu'évidemment, moi aussi, une fois qu'on m'avait posé ce diagnostic et puis que j'avais trouvé enfin les réponses à mes questions, à tout ce que je définissais depuis que je suis petite en fait, parce que je décris depuis que j'ai 3 ans en fait tout ce qui est censé être les prémices du diagnostic trans. Donc effectivement, à partir du moment où on m'a dit tu es ça et que j'avais enfin trouvé des réponses et puis que je me sentais mieux, après je me suis rendu compte qu'en fait il y avait tout l'État et un tas de personnes qui étaient contre moi et c'était très révoltant, quoi. Donc c'est vrai que je compatis parce que je comprends que quand on croit quelque chose et que on est censé avoir des droits et puis qu'on a des associations et tout le monde qui dit oui tu as ces droits-là, tu dois te battre pour avoir ces droits-là, et c'est vrai que ça rend vite dans des états psychologiques de détresse, de dépression, de mal-être, parce que voilà, on se dit qu'il faut qu'on se batte, et ça c'est provoqué par une équipe de médecins et de psychiatres, quoi. Donc des gens qui sont professionnels du mental, quoi. Et effectivement c'est clair que ce qu'ils vivent, c'est réel. Donc quand ils sont en souffrance, quand ils sont mal, tout ça c'est réel. Par contre, les raisons pour lesquelles ils pensent ça, c'est là que c'est flouté. Et en fait, du coup, ils sont sous emprise psychologique par rapport à ce raisonnement. Et du coup, effectivement, c'est extrêmement difficile parce que ils sont vraiment mal et on peut pas remettre en cause leur ressenti, quoi. Moi, si vous me dites je suis mal, je suis en colère, je vais pas dire non, t'es pas en colère. Le ressenti est réel.
c'est la justification en fait de ce ressenti qui est déformé. Et du coup, ben voilà, ça, personne ne tranche, mais on tranche. Enfin, Monsieur le président Trump tranche, mais il donne pas d'explication. Lui, il tranche juste, quoi. Alors, ben quand on tranche sans explication, là, c'est dur, quoi. Donc oui, je comprends ces jeunes, je comprends aussi qu'ils sont sous influence, je comprends aussi qu'il y a personne pour vraiment les aider, parce que d'un côté, bah vous avez des gens qui disent bah t'as raison. Tous les psychiatres qui sont pro affirmatifs, ils vont dire tu as raison, c'est horrible ce qu'on te fait. Et puis d'autres, qui vont rien pouvoir faire parce que soit ils sont taxés qui font de la thérapie de conversion, soit ils sont désemparés de la situation. Donc ouais, non, c'est très compliqué. Hein. Comment est-ce que vous pensez que vous auriez réagi si à l'époque où vous aviez envie de commencer ce processus de transition chirurgicale, vous aviez rencontré quelqu'un comme le docteur Dominique Chaton justement qui vous proposait de renouer avec votre corps physique? Est-ce que vous auriez reçu ses conseils? Vous auriez été prête justement à renouer avec votre sexe biologique? Je pense que c'est une question assez complexe parce que c'est une question aussi sociologique et anthropologique en fait. C'est pas qu'une question psy quoi. C'est aussi comprendre qui on est, quel rôle on a dans la société. Puis voilà, il y a ça c'est mélangé avec le fait qu'on a aussi des symptômes, de la dépression, de la haine de soi, du mal-être. Et du coup voilà, c'est leur boulot en fait de nous aider à démêler tout ça en fait quoi, et à pas nous dire oui en fait on fait ce que tu veux quoi. Ouais. Moi, je pense que j'avais une haine de moi qu'on m'a pas aidé à résoudre. Il y avait aussi le fait que j'arrive pas à avoir un sentiment d'appartenance avec les autres filles. Donc voilà, ça s'explique ça peut s'expliquer de beaucoup de manières différentes. Je veux dire de pas avoir assez de modèles, par exemple. Parce qu'on a très peu de modèles de filles très différentes. En fait, les filles sont un peu soit hétéro-normées, soit homo-normées. On parle très peu des personnes bisexuelles. On parle très peu des femmes qui seraient qui seraient un peu différentes physiquement ou différentes dans les codes vestimentaires, etc. Donc on a peu de modèles. Et après c'est juste difficile d'être une femme aussi parce que on sait toutes les injonctions, toutes les pressions, toutes les agressions en règle générale. Donc voilà. Donc on aurait plutôt tendance à vouloir fuir ça. Donc il y a un tas de raisons qui peuvent expliquer effectivement qu'on se rejette. En tout cas, dans le documentaire, il était question de mineurs, mais vous avez entamé une transition à l'âge de 25 ans. C'est un moment où votre corps était déjà formé, votre orientation sexuelle, elle était clairement définie. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible que des personnes prépubères puissent avoir cette forme de rejet vis-à-vis de leur corps, alors même qu'ils n'ont pas encore, un jeune garçon n'a pas encore de poils, une jeune fille n'a pas encore des seins qui se développent, voilà, c'est sur le point d'arriver, mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment prendre des décisions qui ont lien avec une transition? Est-ce qu'on peut ressentir cette étrangeté vis-à-vis de son propre corps? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai éprouvé depuis l'enfance, en fait, mon mal-être. Donc, je comprends que des enfants puissent le ressentir depuis jeune. Parce que moi, en fait, depuis que je suis toute petite, je décris que je refuse mon prénom, que je refuse les robes, que je rêve que je suis un garçon. Donc, en fait, tous ces éléments, que je sens un décalage avec les autres, que je ressens un décalage à l'intérieur de moi. Donc en fait, toutes ces réponses que j'ai collent parfaitement avec la dite dysphorie de genre en fait. Donc voilà. Si on reconnaît que ça existe, voilà. Moi, je serais née aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, on m'aurait fait transitionner pas à 25 ans, on m'aurait fait transitionner à 5 ans déjà, parce que je correspondais parfaitement quoi. C'est la réponse au mal-être qui doit être remise en question et pas le mal-être en lui-même quoi. Mais alors concrètement, justement, vous parlez de mal-être, comment est-ce qu'on distingue ce qui relève d'un mal-être qui est passager ou ce qui exprime vraiment une dysphorie de genre? Voilà, je pense que là c'est un peu c'est un peu une faute parce qu'en fait la dysphorie de genre c'est un terme utilisé pour représenter la communauté trans, alors qu'en fait la dysphorie c'est le mal-être.
La dysphorie est un mal-être. Donc il y a pas genre les mal-être d'un côté et la dysphorie de l'autre, de genre. La dysphorie est un mal-être. Et du coup, ce qu'on doit remettre en question, c'est la capacité de discernement d'un enfant de consentir à des actes chirurgicaux ou à des transformations du corps qui ont des conséquences pour toute sa vie. Comment un enfant peut consentir à ça? Donc c'est des adultes qui font transitionner un enfant. Et vous dites les conséquences, elles sont à vie. Personnellement, vous, quelles sont les conséquences des transitions chirurgicales que vous avez subies? Ben les conséquences, il y a des conséquences psychiques et physiques. Oui. Donc psychique parce qu'on doit renoncer à certaines choses, comme le fait d'avoir des enfants, comme le fait d'avoir un corps qui est socialement acceptable ou montrable. Et puis je suis aussi sous traitement à vie, quoi, parce que en fait on m'a enlevé la possibilité d'être en bonne santé, particulièrement en retirant les organes sexuels, parce que voilà, le système endocrinologue, disons plutôt, les hormones sont très importantes pour le bon fonctionnement du corps et du cerveau. Puis que là, du coup, on n'a aucune étude qui va dire qu'effectivement c'était faire une transition. Qu'est-ce que faire une transition a comme conséquence réelle en fait sur la vie dans la durée, quoi. Comment on va vieillir? Est-ce on n'a pas perdu des années de vie? Ouais. Ça c'est des questions voilà qui sont qu'on n'a pas de réponse, quoi. Ouais. En tout cas, il semblerait que les conséquences, on commence progressivement à en prendre conscience, parce qu'il y a des pays qui étaient autrefois pionniers dans la transition de genre, comme la Finlande, la Suède, qui ont récemment restreint l'accès aux traitements hormonaux pour les mineurs, invoquant le manque de preuves solides, justement, et sur les bénéfices à long terme. Ça suppose qu'après des années de pratique, donc la Finlande, la Suède, on a des pays qui constatent certainement des effets indésirables ou au moins un certain nombre de situations problématiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la Suisse, la France devrait emboîter le pas dans cette prudence justement vis-à-vis des transitions pour les mineurs? Je pense effectivement qu'on a laissé aller trop loin en fait avant de dire avant de mettre le nez dedans puis se dire qu'en fait c'est vraiment un problème. On est allé trop loin, et en plus de ça, il a fallu qu'on touche à des enfants et à des mineurs pour se dire attention, effectivement c'est peut-être pas une bonne idée. Alors que si on avait peut-être pas touché à tous ces jeunes, peut-être que moi j'y serais peut-être encore, qui sait, parce qu'on se serait pas intéressé à critiquer en fait tous ces processus. Donc oui, c'est très triste ce qui se passe, parce que ça a quand même des conséquences sur les gens en fait, des corps mutilés, des gens déprimés, détruits, qui vont devoir vivre comme ça toute leur vie. Donc c'est pas sans conséquences du tout en fait, et en plus ça continue. Donc moi, j'espère que notre pays va pouvoir faire quelque chose le plus rapidement possible pour qu'on arrête tout, quoi. Qu'on arrête tout, en fait. Merci beaucoup, Madame Liot-Kessler, pour cette mise en garde que vous avez opérée aujourd'hui vis-à-vis des transitions de genre, des risques qui sont liés à ces transitions, et puis d'avoir mis en évidence l'importance du consentement. Le consentement dans le cadre de transition, notamment chez les mineurs, doit être éclairé. Et comme vous l'avez souligné aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Il y a de l'emprise psychologique, de la manipulation qui peut être liée à ce qu'on lit dans les médias, à ce qu'on croit savoir des transitions. Vous avez mis en évidence des chiffres qui sont importants, qui apportent un petit peu de nuance dans ce qu'on croit savoir des transitions, des détransitions, des regrets qui peuvent être liés à des parcours chirurgicaux. Merci beaucoup d'avoir amené un petit peu de nuance dans ce débat qui est très tendu. Et puis j'espère à bientôt sur NTD pour poursuivre ce débat. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.